Amsterdam est la ville au monde qui compte le plus de nationalités différentes. Selon les années, entre 175 et 180 pays ont des représentants ici. C'est aussi à Amsterdam qu'a été célébré le premier mariage gay. Et quant aux minorités religieuses persécutées dans l'histoire, elles ont souvent trouvé refuge dans cette ville. Ici, la liberté des uns ne s'arrête que là où commence celle des autres. La vie privée est vraiment privée. À Amsterdam, on vit et on laisse vivre. Aujourd'hui, je chanterai dans le premier bar gay et lesbien de l'histoire. Je visiterai la première maison qu'a occupée la famille d'Anne Frank à Amsterdam et qui accueille aujourd'hui des écrivains persécutés dans leur pays. Je rencontrerai une actrice surinamienne qui me parlera de sa communauté. Et Laurent, un expatrié français à Amsterdam, me racontera comment il a pu se marier ici avec un autre homme. Mais pour commencer ce parcours, je vais essayer de comprendre comment l'idée de vivre et laisser vivre les autres s'est ancrée historiquement dans la culture hollandaise. Et pour cela, je rencontre un historien, le directeur du musée d'Amsterdam. Paul Spies m'explique que les premiers exilés qui sont venus chercher refuge ici étaient des minorités religieuses, il y a déjà 4 siècles. Ici, c'est la vieille église, Oude Kerk. Et le saint patron, à l'époque catholique, c'était Saint Nicolas. En fait, c'est le saint patron d'Amsterdam. Je pourrais vous en parler des heures. Mais disons que quand l'église a été transformée en un lieu de culte protestant, sans sculpture ni peinture, ceux qui y sont restés catholiques ont dû aller se réunir dans une autre maison. Regardez ces 2 maisons. Ce sont aussi des entrepôts. En fait, on vivait dans les 2 premiers étages et au-dessus, il y avait un grenier dans lequel entreposaient ces marchandises. Et donc, le grenier n'était pas aménagé. C'est donc une maison normale. C'est seulement quand on entre à l'intérieur qu'on a la grosse surprise. C'est incroyable. En fait, l'église, elle est au 3e étage. Third floor. Oui. Oui, elle est au 3e étage. Donc c'est là qu'elle est cachée, puisque la façade est celle d'une maison. Mais à l'intérieur, on est comme dans une petite église. On l'appelle notre Seigneur dans le grenier. À Amsterdam, c'est la tradition. Quoi que vous fassiez, faites-le à l'intérieur. Pour les catholiques, le message était « Ne montrez pas votre église », mais aussi « Ne faites pas trop de bruit ». Donc, les chants de messe ne devaient pas être trop bruyants. Et on ne jouait pas d'orgue trop fort pour que les gens dehors ne puissent pas dire « Ah, c'est catholique ». Et personne ne vous jugeait du coup. Eh oui, tant qu'on est à l'intérieur. Tant que c'est à l'intérieur. On fait ce qu'on veut. En fait, ici, on n'a que de l'eau. Donc on doit partir en mer, faire du commerce. Parce qu'ici, on n'a qu'une petite parcelle de terre où cohabiter. Alors il faut partir faire des affaires ailleurs. Et là, on ne peut pas être trop exigeant et dire « J'aime ça, j'aime pas ça ». Quand on va à l'étranger, on doit être ouvert à une nouvelle langue, à une autre culture, aux gens qu'on rencontre. C'est la seule façon de faire des affaires. Il faut avoir le goût d'entreprendre et peut-être que ça pousse à être un peu plus ouvert que les autres. Donc la géographie, Oui, l'aspect de la ville ont influencé ce côté tolérant des Hollandais. oui. On y a été contraints. Il a fallu composer avec nos très nombreux voisins. Alors si on avait passé notre temps à se disputer... C'est pas une philosophie, c'est une obligation. Tu n'as pas le choix. Voilà. Vous savez, il y a l'idée que ça fait partie de notre mentalité. Mais d'abord, c'est une obligation. On n'a pas le choix. Le Red Light District est un quartier populaire qui attise ma curiosité. Ce quartier rouge est connu pour sa vie nocturne et son animation. J'y rencontre Carlos, qui veut me faire découvrir un lieu qui a marqué l'histoire d'Amsterdam.
Ah, il fait meilleur ici. Pas trop trempé? Non, ça va. C'est drôle parce que je pensais vraiment que le café Manju était super grand. Non, c'est tout petit. C'est ça qui est chouette. Ça le rend cosy. Tu sais de quand il date ce café? Orlando? Oui. Tu pourrais nous raconter un peu l'histoire du café? C'était déjà un bar quand elle l'a repris de son oncle. Qui ça, elle? Beth Van Buren, la femme qui a repris l'affaire en 1927. Elle était lesbienne. Je peux vous montrer une photo d'elle. Là, c'est elle en 1919. Pour elle, être lesbienne n'a jamais été un problème. En 1928, elle a été la première lesbienne motarde. C'était la première femme de tous les Pays-Bas à faire de la moto et la première à s'habiller en cuir. Elle s'est fait arrêter 1 ou 2 fois parce qu'elle était trop fougueuse. À l'époque, les femmes ne devaient pas porter de pantalon. Oui, c'est vrai. Incroyable. Oui. Comme elle assumait son homosexualité, ici, c'est vite devenu le lieu... En fait, dès 1927, c'était le premier endroit où les hommes pouvaient danser avec des hommes et les femmes avec des femmes. Pas de plotage, pas de baiser, mais ils pouvaient danser. Et ça, c'est grâce à elle, parce qu'elle disait « Je suis une lesbienne et je me fiche de ce que pense le reste du monde ». Et elle voulait qu'ils se mélangent aux hétérosexuels. En fait, c'était le refuge de ceux qui ne trouvaient leur place nulle part. Ils atterrissaient ici, il y avait des homosexuels, des prostituées, des couples qui vivaient en concubinage sans être mariés. Oui, c'était aussi fréquenté par les prostituées à l'époque. Parce qu'ici, on est vraiment au cœur du quartier rouge. Oui, c'était le quartier le plus dur d'Amsterdam. Regardez sur la photo. Regardez ses mains. Elle se battait beaucoup. On n'aurait pas pu dire qu'elle était une gentille femme. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, au sous-sol, elle cachait des Juifs. Au premier étage, il y avait des résistants qui se réunissaient. Et au bar, il y avait des Allemands qui l'appelaient maman, parce qu'ils étaient tous gays. Elle était très maligne en un sens, et très intelligente. Les lesbiennes sont souvent comme ça. Il faut respecter les gens qui sont réellement différents. Ces gens sont les couleurs de la société. Regardez toutes ces cravates qui pendent. Ouais. Elle voulait toujours que tous les gens soient égaux. Alors quand quelqu'un rentrait avec une cravate, elle la coupait. Et elle disait maintenant, on est tous égaux. C'était un sacré numéro. Et les gens se souviennent d'elle à Amsterdam? Oui, elle est encore assez connue à Amsterdam. À la dernière Gay Pride, elle a reçu une médaille. Donc c'est une récompense posthume de la communauté gay. Ça montre qu'en quelque sorte, elle vit encore dans les esprits. Et elle est toujours un peu ici. Mon petit. Oui, mon grand. Parmi les différentes communautés présentes à Amsterdam, les Surinamiens sont très représentés. Ils constituent 11% de la population de la ville. Il faut dire que le Suriname est une ancienne colonie néerlandaise. Je me rends à Balmers, un centre commercial où sont très présentes les diverses communautés de la ville. J'y rencontre Jetty Mathurin. C'est la première actrice surinamienne à avoir obtenu un premier rôle à la télévision néerlandaise. Ça, c'est
Amsterdam. Salut, comment ça va? Super temps, hein? Fantastique, non mais... Oui, Sérieusement, c'est ton quartier ici? oui, c'est là que je vis. Et j'adore. Parce que c'est très multiculturel. D'habitude, j'aime pas utiliser ce mot multiculturel. Mais c'est ça, en fait. On est tous mélangés. Il y a de la diversité et c'est ce que j'aime. Je me sens chez moi. Parce qu'au Suriname, où je suis née, c'est comme ça. Est-ce qu'on va se balader un petit peu? Ouais. Allons manger un morceau plutôt. Ah, d'accord, avec plaisir. Quand es-tu arrivé en Hollande? En 1974. À cette époque, c'était courant chez nous de partir étudier en Hollande, comme c'était l'ancienne puissance coloniale. Je me souviens qu'à mon arrivée, à l'aéroport de Schiphol, il y avait des porteurs de bagages. C'était des Blancs, habillés tout en blanc. Au Suriname, où j'avais grandi, les Blancs, ils étaient médecins et tout ça. Et là, ils me proposaient de porter mes bagages pour de l'argent. Bonjour. Dis-moi, tout le monde te connaît ici. Qui ne la connaît pas? Tout le monde la connaît. Moi, j'aime le moxie. Le moxie, c'est un mélange de plein de viandes. Tu sais ce que m'ont dit certains Hollandais à propos des Surinamiens? Ils m'ont dit que c'était vraiment merveilleux, que vous étiez tout le temps de bonne humeur, tout le temps en train de rire. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est un peu une généralité. Parce que c'est pas tout de rire. Ici, on a un gros parti d'extrême droite, le PVV, avec son leader, Wilders. Et puis il y a aussi des politiciens à La Haye qui ont dit des choses qui font mal. Comme quoi? Des choses qui te font te demander si on a le droit d'être chez soi ici. Et c'est plus grave pour mes petits-enfants que pour moi, parce qu'ils sont nés ici. Et ils n'ont nulle part où aller. Et la question, c'est toujours d'où tu viens. Ici, à Amsterdam, il y a quelque chose qui semble très important pour les Hollandais, c'est la tolérance. C'est encore vrai aujourd'hui pour toi? Non, non, c'est pas vrai. La tolérance, oui, jusqu'à ce qu'il y ait un problème. En fait, c'est pas de la tolérance, mais de la nonchalance. Et nonchalance, comme tolérance, ça veut dire qu'on se supporte. Je trouve pas que ce soit de jolis mots. On doit s'accepter dans une vraie relation, une vraie interaction. Mais toi, t'es devenue une actrice très connue ici. Oui, c'est donc possible. Ça sent bon. Merci, merci. Donc tu disais, c'est possible d'y arriver quand on est surinamien. C'est possible, absolument. C'était la première fois que des immigrants, comme ils disent, obtenaient des rôles principaux dans une série télévisée. Et donc, ça a été un pas relativement important. Mais par contre, c'était une série sur des prisonniers. Mais alors, en fin de compte, est-ce que tu sais ce que les Hollandais aiment chez vous? Ils nous aiment bien parce qu'ils nous trouvent plutôt gais, on rit tout le temps, soi-disant. Je trouve ça tellement stéréotypé. Mais ce qu'ils aiment surtout, c'est notre cuisine. Regarde, il y a de la cuisine turque, chinoise. Ouais. L'amour passe par l'estomac. Depuis 2005, la Fondation Anne Frank pour la littérature accueille des écrivains persécutés qui ont dû fuir leur pays d'origine. Ces écrivains sont hébergés dans le premier appartement occupé par la famille d'Anne Frank avant qu'elle n'entre dans la clandestinité. Je rencontre Tiziano Pérez, qui travaille pour cette fondation et qui me fait visiter les lieux. La famille est arrivée ici en 1933. Ils sont restés jusqu'en 1942, puis ils se sont cachés dans le grenier qui est devenu le musée Anne Frank.
Et cette maison n'est pas visitée? Non, elle n'est pas ouverte au public. On l'ouvre pour des recherches et on y loge des écrivains qu'on invite à Amsterdam. Il s'agit d'écrivains persécutés qui viennent de partout dans le monde. C'est vraiment très impressionnant d'être ici. Cette lampe était déjà dans l'appartement quand Anne Frank et sa famille l'habitaient. C'est Salman Rushdie qui nous a donné l'idée d'accueillir des écrivains. Il nous a toujours dit, il n'est pas juste question de moi, mais de tous les écrivains persécutés. On devrait leur donner l'opportunité d'écrire en toute tranquillité et en toute liberté. Quand Anne Frank a commencé à écrire son journal, sur le secrétaire qui est là, elle rêvait de devenir écrivain. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire des Juifs à Amsterdam? En fait, dès le XVIe siècle, il y a eu une communauté juive très importante et très prospère en Hollande. C'était quand les Juifs séfarades du Portugal et d'Espagne sont arrivés à Amsterdam. Plus tard, il y a aussi des Juifs ashkénazes qui sont venus s'installer en Hollande. Ici, ils pouvaient pratiquer leur religion en toute liberté, ce qui n'était pas très courant dans d'autres pays d'Europe où ils étaient bien plus persécutés. Combien de Juifs hollandais ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale? 110 000 personnes ont été déportées. La plupart venaient d'Amsterdam parce qu'ici, c'était vraiment le centre de la communauté juive. Et il y avait combien de Juifs à Amsterdam à cette époque? Je dirais entre 80 et 90 000. Il y en a seulement quelques milliers qui sont revenus des camps de concentration. Comment ça se fait qu'ils aient été si nombreux à être déportés? Les Hollandais sont très organisés, et notamment en termes d'archives. Donc, tous les habitants d'Amsterdam étaient enregistrés dans les archives de la municipalité, avec leur nom, leur lieu de naissance, mais aussi leur religion, leur descendance. Et c'est pour ça qu'ils ont été si nombreux à être repérés et déportés. Là-haut? Je suis pour la République. Mais on est ici en Hollande, il y a une monarchie. Et ça doit changer, hein? Ah bon? Voilà. Vous êtes hollandais? Belge. Ah, vous êtes belge et vous voulez une république en Hollande? Oui. D'accord. Pourquoi? Pour la démocratie. Le peuple doit choisir ce qu'il veut et pas parce qu'on est né comme roi. Et vous, vous êtes né comme quoi? Moi, je suis né comme une œuvre d'art, un tableau vivant pour la liberté de chacun. Et comment vous appelez-vous? Fabiola. Et vous êtes 24 heures sur 24 une œuvre d'art? Oui, le rêve c'est d'être libre. Et Amsterdam c'est une cité libre. Il y a des gens qui pensent que je suis fou, mais je suis content que je peux faire ça et que je peux laisser voir ma liberté.
J'ai rendez-vous maintenant avec Laurent. C'est un Français installé depuis 14 ans à Amsterdam, où il a pu épouser son compagnon, Lewis. Il est prof, je le retrouve chez lui pour qu'il me raconte son histoire. Salut! Bonjour! Ça va? Ça va. C'est rigolo, dis donc. Tu vis dans un aquarium, là, il n'y a pas un rideau, pas... Ah oui, en Hollande, il y a beaucoup de fenêtres et pas beaucoup de rideaux. Ça fait longtemps que tu habites là? Ici, ça fait 2 ans, mais à Amsterdam, ça fait 14 ans. 14 ans que tu vis là. Comment ils s'appellent les garçons là? Alors c'est Martin et Philippe. Martin et Philippe. Allez, au footing. On dirait que t'en as besoin un peu, toi. Hein? Ouais. Donc 14 ans que t'es ici. Ouais, presque. Et pourquoi t'as choisi de venir vivre ici? En fait, j'étais arrivé en étudiant Erasmus à Utrecht. Ouais. Et je venais de Strasbourg, qui est une ville bien réac. Et j'étais à l'IEP qui était très scolaire. Ouais. Et je suis arrivé ici, c'était la fête. Attends, C'est faut vrai. qu'il aille renifler. En tant qu'étudiant, c'était génial, quoi. T'as pas le droit de les lâcher là? Ici, non, il y a des La voisins. tolérance a ses limites. Ouais. Et donc j'ai eu une bourse de doctorat et je suis resté, j'ai rencontré Louis et voilà. Et voilà. Ouais. Ah ouais, donc Ouais, c'est l'amour aussi. Ouais, bah oui. On va aller à gauche. Et de l'autre côté, on va où exactement d'ailleurs? On va à NDSM, c'est l'ancienne zone industrielle qui est en train de devenir un peu la zone branchouille, open source, nouveaux médias, etc. Ils sont en train de construire des hôtels, mais dans le sens post-industriel, on va dire. D'accord. Alors tu me disais tout à l'heure que tu avais quitté Strasbourg parce que c'était une ville pas assez ouverte pour toi. Ouais. Il y a une vraie tolérance ici à Amsterdam? Ouais, enfin je sais pas si c'est vraiment de la tolérance, mais la limite entre la tolérance et l'indifférence, elle est assez ténue. Tant qu'on me fout la paix, je suis content. Et ici, tout le monde fout la paix à tout le monde vit tranquille. Ça veut dire que pour vivre ton homosexualité au grand jour, tranquillement, ouais. mais tranquillement je veux dire, tu vois. Ouais, c'est-à-dire c'est le fait qu'on oublie qu'on est homo, on s'en fout quoi. Voilà. Mais ça c'est valable dans toutes les grandes capitales aujourd'hui, Ouais, non? maintenant ouais, mais à l'époque moins. Et d'un point de vue politique, est-ce que c'est l'indifférence aussi? Tu peux être à droite, à gauche, au centre, tout le monde s'en fout? Le reste des Pays-Bas vire à droite comme toute l'Europe, Ouais. avec une extrême droite à 20%. Mais oui. Mais Amsterdam, on est sur une île travailliste de gauche. Donc Amsterdam, on a toujours des scores staliniens pour la gauche. Ouais. Et ça reste une île de tolérance. Donc politiquement, ça oscille un petit peu. Mais... Les partis de droite extrémistes, ils sont très à casser. Non, pas ici. Ici, c'est devenu même un thème pour mieux taper sur les musulmans. C'est regarder les méchants musulmans qui sont homophobes. Ah, ouais, d'accord. L'émancipation des femmes, la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'homophobie, ça devient maintenant... ça fait partie du programme de l'extrême droite. Ils sont bizarres, hein, ces Hollandais. Ça va venir pareil en France. C'est en train de venir. Et à ton avis, ça vient d'où le fait qu'on ait une image d'Amsterdam comme étant une ville très tolérante? C'est quand même les premiers à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. L'euthanasie, qui est comme si on a le droit d'aller en prison et payer ses impôts, on a quand même le droit de décider comment on va mourir. Hein. Aussi toutes des choses des droits de l'homme, donc les prisons, c'est pas parce qu'on est en prison qu'on doit être torturé ou mutilé ou se suicider. Des choses qui paraissent vraiment impensables aux Pays-Bas. Est-ce qu'il y a une communauté gay à Amsterdam? Est-ce qu'il y a un quartier gay comme on en trouve à Paris, ailleurs? Il y a des rues où il y a plus de cafés gays qu'ailleurs. Ils sont un peu spécialisés selon l'âge, les préférences, etc. Mais ce qui est assez fascinant avec Amsterdam, c'est que la plupart des gays sont tellement bien acceptés qu'il n'y a plus besoin. Et c'est un problème économique aussi, c'est-à-dire que les lieux économiques gays ne marchent pas bien du tout. Pourquoi aller dans un café gay alors que finalement on est accepté partout? Et donc on pourrait dire qu'Amsterdam est gay ou qu'il n'y a rien qui est gay à Amsterdam. Mais on est en situation quasiment post-gay parce que c'est la tolérance, c'est bon qu'on n'a plus besoin de se réfugier dans des endroits pour être qui on est. C'est génial. En fait, pour être un peu violent, je dirais, c'est pas les Hollandais qui sont vraiment tolérants, c'est comment ça se fait que ça se passe de façon si compliquée, si mal dans les autres pays finalement? Parce que c'est quand même pas des différences essentielles, qu'on soit homo, hétéro, catho, protestant, c'est pas tellement important. Et moi, ce qui me fascine maintenant que je vis ici, j'ai presque intégré, c'est comment ça se fait que c'est si compliqué ailleurs en fait. Même si tout n'est pas rose, comme me le disait tout à l'heure la comédienne Jetty Mathurin, il y a ici quelque chose d'inspirant. Les classes sociales qui se mélangent, la nourriture cosmopolite, la culture. Je vois tous ces enfants grandir ensemble et je me dis que le monde a peut-être quelque chose à apprendre de cette façon de vivre. Demain, j'irai à la rencontre de l'esprit libertaire qu'Amsterdam a hérité des années 70.
Je visiterai l'ancien village hippie de Hooigoord, ainsi que le mythique Paradiso, ancienne église reconvertie en temple du rock. Je rencontrerai un couple de tatoueurs qui a marqué son époque, ainsi que le styliste le plus inspiré d'Amsterdam.